on laisse la parole aux deux directeurs de la table ronde. Il reste plus énormément de temps, donc on va pas faire un gros truc, mais je vais peut-être, pour commencer, pour lancer le truc, essayer de réagir sur l'ensemble de ce que vous avez dit, parce qu'on travaille sur les mêmes choses, un petit peu, plus ou moins, pas vraiment de la même façon. C'est-à-dire que j'ai découvert cette perspective décoloniale avec vous, je ne la connaissais pas. Moi, je m'inscris plutôt dans une autre tradition, même si on a un certain nombre de références communes. La référence, enfin, plutôt la tradition qu'on appelle post-coloniale, c'est-à-dire plutôt une référence anglo-saxonne. Et je pense qu'on pourra peut-être faire, là, vous nous en avez donné presque une belle généalogie, enfin, c'est-à-dire qu'on part un petit peu du même point, si vous voulez, c'est-à-dire que Benjamin, c'est une référence forte chez Baba, par exemple, cette tradition des opprimés, on part un petit peu du même point, mais je dirais que si on fait une espèce de tableau avec avec deux colonnes, quoi, avec la décolonialité et la postcolonialité d'une part et d'autre, on voit que ce que la décolonialité garde, principalement à mon avis, c'est cette question du vécu, dans la perspective d'une sorte de restitution du vécu, là où la perspective postcoloniale, qui est plutôt la mienne, elle insiste plutôt sur cette déterritorialisation d'histoire passée et sur la manière dont elle va pouvoir se réinsérer de façon différente. Et donc on pourrait voir avec vous comment ces perspectives-là, elles ont pu se modéliser de façon différente. Mais disons que, comment dire, pour pas épiloguer, j'ai quand même l'impression qu'à partir du fait qu'on n'a pas le même objet, c'est-à-dire que la perspective postcoloniale a pour objet le pays colonisateur, enfin, depuis Saïd c'est ça, c'est-à-dire que c'est le discours qui s'est prendre le discours qui s'est fait sur le pays colonisé à partir du pays colonisateur, et de voir les effets pour le pays colonisateur essentiellement. La perspective décoloniale fait à peu près l'inverse, on va dire. On en arrive à des conclusions qui sont bizarrement très opposées et qu'à mon avis, il faudrait essayer de mettre en dialogue et de mettre en perspective. Parce que votre idée, c'est qu'il y a des mondes opposés. Enfin, du moins, pas forcément des mondes opposés, mais une multiplicité de mondes à l'intérieur d'un grand monde. Là où un Stuart Hall va dire au contraire, il n'y a qu'un seul monde et il y a des luttes qui se déroulent à l'intérieur de ce monde. Et la perspective postcoloniale va dire il n'y a aucune possibilité de revenir dans l'en-deçà de la colonisation, il faut inventer quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, dans ce que tu as dit Yasmine, il y avait quand même une espèce de volonté de restituer une espèce de vécu originaire, une espèce d'archi-vécu islamiste, ou islamique, qui pourrait ressurgir et qui pourrait nous donner une sorte de clé d'intelligibilité. De même pour les perspectives latino-américaines. Je ne suis pas sûr, moi, que ce soit possible, dans le sens où cette perspective-là, elle peut donner une arme aux Européens, une arme néocoloniale qui dit « mais oui, mais vous avez votre identité, bien entendu, mais nous avons aussi la nôtre. » C'est-à-dire que nous aussi, nous avons une identité originaire. Nous aussi, nous l'avons. Et notre identité originaire, c'est de vous enseigner, c'est de vous éclairer, etc., de nos lumières. Et nous, il y a aujourd'hui des discours qui disent on assiste aujourd'hui en Europe à une sorte de contre-colonisation, c'est-à-dire qu'on a des Arabes qui veulent construire des mosquées chez nous, etc., ils veulent détruire notre belle culture. Il faut que nous réaffirmions notre light culture, notre culture de référence. Est-ce que vous n'essayez pas aussi de créer cette culture de référence? Est-ce que vous n'essayez pas, vous, d'adopter une position majoritaire? Là où moi j'aurais plutôt tendance à dire, comme Deleuze, la minorité c'est tout le monde. C'est-à-dire, adoptons tous une position minoritaire et n'essayons pas d'adopter une position majoritaire, ne créons pas des identités monolithiques, ne maintenons pas ce type de fantasme, simplement en prenant la violence coloniale passée pour, je vais dire pour prétexte,
mais comme une occasion de revenir à ces replis-là. Et Fanon lui-même, il avait beaucoup insisté sur cela, parce que lui, son objectif, l'enceinte de la révolution algérienne le montre bien, c'était dans le même temps de produire l'émancipation de la violence coloniale, mais aussi des archaïsmes algériens et des archaïsmes de la religion qu'est l'islam. Il s'agissait de maintenir en même temps ces deux, et le marxisme a été pour Fanon l'opérateur de cette émancipation-là, mais évidemment, les critiques qui ont été faites du marxisme dans la perspective postcoloniale devraient nous amener éventuellement à trouver d'autres moyens d'émancipation. Mais c'est ça que je veux dire. Il faut à la fois, disons, ce qui compte, c'est de s'émanciper de la culture monolithique, que ce soit la mienne ou que ce soit celle de l'autre. Je suis tout à fait d'accord, et si je me permets de répondre, parce que justement c'est le noyau entre les débats, entre les postcolonialistes et les choix, l'option décoloniale. Et je commence par dire qu'il n'y a pas une vraie opposition. En fait, l'origine de l'option décoloniale, tous ces auteurs sont considérés comme postcoloniaux. Toutes font partie, et vraiment les références et les citations de Saïd, mais aussi de Stuart et tous les cultural studies et tout ça, anglo-saxon, a passé dans l'option décoloniale. Ce qui est une chose que je ne peux pas... C'est pas que je partage pas, mais que je crois que tu passes trop vite par là. C'est qu'il ne s'agit pas de revendiquer un passé au sens de purisme, de récupérer un passé et dire « Ah, maintenant, on va construire à partir de ce passé. » Non. Et pourtant, méconnaître l'influence coloniale, qui est un fait, donc moi je suis un résultat, moi je peux pas dire je n'appartiens pas, moi je suis indigène. Non, je peux pas dire, moi je même pas, j'ai du mal à penser comme les indigènes, parce que je partage pas ces conditions et sa façon de voir le monde. Ce qui est en jeu ici, et les refus qu'on fait, c'est pas qu'il y a des mondes opposés, il y a une logique qui parvient d'un seul de ces mondes que tu parles comme opposé, mais moi je ne dirais pas opposé, qui essaye de faire disparaître l'autre. La demande d'une option décoloniale n'est pas de détruire maintenant ou de devenir majoritaire, et de vraiment, c'est pour ça que le label des zapatistes est intéressant. C'est un monde où plusieurs mondes soient possibles. Mais, et je répète encore parce que moi, parfois, je pense que je ne suis pas assez clair par rapport à ça, mais la logique, là, n'est pas de confrontation. La logique est justement de collaboration, si tu veux dire. C'est vraiment de réciprocité. C'est vraiment de... Donc, quand je prends l'option décoloniale, ce n'est pas pour nier toutes les catégories de l'Europe occidentale ou de la modernité, non. C'est justement pour voir là des issues possibles. Là, par exemple, dans une tradition indigène qui essaye de faire... qui essaye d'exister d'abord, mais que même malgré la colonisation, il résiste et il continue à faire avec ses propres modes de vie. Et que la qualification de que ça c'est arriéré n'est pas pour eux important. C'est seulement important pour un seul de monde, si c'est ce qu'on veut les opposer. Mais là, par exemple, ce que je cherche là, comme option décoloniale, c'est de construire les dispositifs, les mécanismes que la logique de la colonialité, que non la modernité, mais la logique de la colonialité, c'est pour ça l'ensemble modernité-colonialité qui est toujours présent. Pour l'expérience d'Amérique latine, modernité et colonialité, c'est tout simplement les deux faces de la même pièce. Donc, la colonialité qu'on a vécue comme victime, on essaye de démanteler ces dispositifs pour justement
avoir le droit d'exister autant que une pensée occidentale. Donc, je ne pense pas que postcolonialisme et option décoloniale soient plutôt mignolo. Il est dit souvent, on est plutôt cousins. On est plutôt... En fait, on a la possibilité d'exister grâce aux études postcoloniaux. Hein. Et tous les professeurs latino-américains qui sont aux États-Unis en train de travailler ces sujets sont toujours dans des facultés, des départements, des postcolonial studies, cultural studies. Donc il n'y a pas vraiment une opposition là. Et encore, il n'y a pas non plus le besoin d'écraser une tradition pour exister. Parce que pour moi, et c'est mon interprétation, c'est rentrer aussi dans la logique de la modernité. Pour m'identifier, pour avoir mon identité, je dois voir dans le miroir ce qui est l'autre et l'inventer comme ce que je ne veux pas être. Ici, par exemple, le geste est plutôt, on travaille pour, si ce n'est pas le même but, on travaille pour on a des intentions pareilles, plusieurs intentions qui sont pareilles. Voilà. L'historisation ne va pas défaire la conclusion de l'histoire passée, mais elle va donner un tenant-lieu de symbolisation critique, finalement. Ouais. Bon, ça existe aussi. Une petite chose que c'est facile de faire la contradiction entre les colons, par exemple, et les indigènes, parce que la différence, c'est évident. Hein. Mais, par exemple, la lecture de Martínez Estrada, Couch, par exemple, qui sont deux auteurs importants, et montre que le problème n'est pas, pour nous, pour la nation, entre guillemets, après l'indépendance, n'est pas les indigènes. Le problème pour eux, c'est la classe moyenne, qui sont finalement les métis. Mais n'est pas les métis raciales, sinon les métis mentales. C'est-à-dire une personne qui a un peu de tradition indigène et en même temps un peu de tradition de l'espagnol, etc. Alors, ces mélanges, comment on dit, résistent à un processus de purification, entre guillemets, de la gouvernement officiel, entre guillemets. Alors, sur les indigènes, oui, les indigènes, il y a un problème avec les indigènes et avec le gouvernement. Oui, c'est vrai. Mais il y a tout un mélange socio, culturel, de langue, etc., qui n'est pas connu. Qui vivre comme... Tu dis, par exemple, si tu n'es pas indigène, tu es conquérant. Non, n'est pas comme ça. Par exemple, tu peux faire... n'est pas un stéréotype, n'est pas une caricature, mais par exemple, le cas de Chili, les gouvernements, les politiciens, principalement, sont d'origine allemande, français, ne sont pas espagnols, par exemple, d'origine espagnole. Au Chili, c'est plus facile d'arriver à la direction d'une grande entreprise si tu as un homme français ou un homme allemand. Parce qu'il y a une discrimination. Si tu es métis, entre guillemets, tu es refusé. Alors, il n'est pas seulement entre deux classes, il y a beaucoup de mélanges, de petites nuances entre eux. Il y a une autre chose qui est devenue un peu des lieux communs dans les débats entre postcolonial et option décoloniale, c'est le choix du terme. Hein. Finalement, parfois, l'académicisme devient toujours... on termine toujours dans un problème sémantique. Et donc, ceux qui disent les décolonialistes, décolonialité, ce qui est pour eux, et justement, et là c'est important, pour eux, on n'est pas dans un post-colonialisme, peut-être c'est le cas de quelques endroits, mais que la colonialité est toujours un vigueur. Donc, tu vois, pour l'option décoloniale, on ne pourrait pas parler de post-colonialisme au sens strict, mais par contre, on rejoint le but c'est à partir d'une situation qui est déjà en place qu'il faut construire à nouveau.
Et ça, les rapports génétiques existent aussi dans l'option décoloniale. Mais il faut reconnaître que la colonialité est toujours sur place. C'est un peu la critique qu'il soulève aux postcolonialistes. On va manger alors. Merci beaucoup à tous. Merci.